Bonjour et bienvenue à ce 34e épisode de Raptor Kiff. Aujourd'hui, en ce réveillon de 2017, je fais en tout cas le petit bilan de début de saison pour les Toronto Raptors après 34 matchs. Vous pouvez d'ailleurs constater, les Raptors sont 24-10 donc en ce 31 décembre 2017. Ils sont deuxième de la conférence Ouest et quatrième de la ligue au classement général. Derrière Golden State, Houston, Boston et enfin Toronto qui est quatrième, cinquième place pour San Antonio et sixième place pour Cleveland. Bon, ceci dit, cela ne reflète en rien, je pense, le classement général, par exemple ce qu'ils appellent le power ranking, c'est-à-dire les équipes avec le plus de chances de remporter le titre. Donc en première place, effectivement Golden State, ça y a pas de souci, mais je pense qu'en deuxième place, avant Houston et Boston, je pense qu'il y a Cleveland. Et derrière, il doit y avoir Houston, San Antonio, Thunder. Et je dirais que Boston et Toronto sont un peu derrière. Bref. Toronto, qu'en est-il en ce début de saison? Du coup, c'est ma grande question du jour. Qu'en est-il finalement de ce nouveau système? Alors, j'ai regardé hier, alors je les ai plus tout à fait en tête, mais il y a un site qui s'appelle Clean the Glass, qui est un site de statistiques américain payant, auquel je me suis abonné, je crois que c'était le mois dernier ou le mois d'avant, puisque j'avais entendu une interview du mec qui a créé ce site et qui est en fait un ancien manager d'équipe. Et donc il a créé ce site et donc c'est Inky, je crois, son nom, c'est l'ancien manager des Philadelphia Sixers, celui qui s'est fait virer parce que ce qu'il faisait ne plaisait pas, alors qu'en fait aujourd'hui l'équipe qu'il y a sur terrain, c'est-à-dire l'équipe des Sixers, est clairement son héritage, puisque tous les premiers choix de draft qu'il a sélectionnés ont finalement payé. Bref, je suis allé voir donc sur ce site qui s'appelle Clean the Glass et les statistiques des Raptors. Et alors effectivement, il y avait un nouveau système bien en place en début de saison, et puis là depuis 15 jours, c'est beaucoup moins le cas pour les Raptors, puisque leur moyenne de passes par match a commencé à diminuer. J'avais remarqué ça la semaine dernière, et cette semaine ça a été flagrant, puisque leur moyenne de la semaine devait être de 19 passes 9, ce qui les plaçait dans les 4 dernières positions de la ligue cette semaine. Et la semaine dernière, je crois qu'ils étaient à 20, quelque chose passes par match de moyenne, et du coup ça les place vraiment, alors qu'ils étaient remontés, je crois, en 7e ou 6 ou 7e position en termes d'équipes qui passaient la balle. Aujourd'hui ils sont, je crois, 12e. En tout cas hier ils étaient 12e. Après il y a eu des matchs hier soir, donc je ne peux pas vous dire, et il y en aura ce soir, donc les classements varient. Mais c'est pour dire que ça commence à diminuer et que c'est une mauvaise tendance tout de même pour les Raptors vis-à-vis de ce nouveau système, mais et qui s'est vu contre Dallas, puisque je l'ai dit, et qui s'est vu contre les Thunder en début de semaine, les deux défaites, ça s'est vraiment vu. Et d'ailleurs même contre Atlanta, c'est pareil. DeRozan continue à distribuer le ballon de la même façon, il a une moyenne de 5 passes par match. Kyle Lowry, ça dépend des matchs. Et les autres joueurs, ça dépend à qui passe le ballon, puisque DeRozan a la fâcheuse tendance à bien passer le ballon, c'est-à-dire à bien choisir à qui il la passe. Genre Anunoby dans les angles qui shoot un 3 points, ou Pascal, comment il s'appelle, Serge Ibaka dans le coin de la raquette pour un 3 points. Ce sont de genres de passes qui produisent, c'est-à-dire que s'il va faire 3 passes et qu'il y a 2 shoots qui sont marqués sur 3, c'est vraiment très productif, et je pense que c'est ce qu'ils essayent de mettre en place avec d'autres joueurs, mais je pense que c'est le joueur qui a le mieux intégré le nouveau système dans l'équipe, en tout cas le plus rapidement. Enfin, c'est mon avis. Maintenant, je trouve
que Kyle Lowry traîne des pieds. Alors après, ce n'est que mon avis personnel, mais j'ai cette impression que malgré le fait qu'il passe le ballon ou qu'il shoot, il est quand même en dedans comparé à l'année dernière. Alors est-ce aussi parce que l'équipe lui a dit bon cette année il serait bien que t'en fasses un peu moins et qu'on laisse les petits jeunes se développer? Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Est-ce que il n'a pas vraiment envie d'être là? Ça c'est la grande question que je me pose moi personnellement, mais on en reparlera puisque c'est dans mon d'ailleurs c'est dans mon prochain point. Mais vis-à-vis du nouveau système, en tout cas, je trouve que Kyle Lowry est celui qui est le moins intégré à la chose. Alors peut-être que c'est une question de temps. Il produit toujours autant ou relativement toujours autant de charges prises, etc. Mais je trouve que sa défense est beaucoup moins engagée tout de même. Du coup, voilà, Serge Ibaka qui a beaucoup mieux joué dans le mois de décembre que octobre et novembre. Je trouve que de son côté, c'est tout de même plutôt positif sa façon de jouer ces dernières semaines et du coup ça a un très bon impact sur l'équipe. Il essaye lui aussi de s'intégrer au système puisqu'il passe beaucoup plus souvent le ballon et d'ailleurs la plupart de ses passes sont pour Jonas Valanciunas qui a du coup un bon feeling. Il y a un bon feeling qui est en train de se créer entre deux et je pense qu'à force qu'on leur dise qu'ils peuvent pas jouer ensemble, ils sont en train de créer une petite relation qui fait que mon gars, tu sais quoi, on pourrait peut-être dominer à l'intérieur. Tu domines à l'intérieur, moi je peux aller plus à l'extérieur puisque Serge est beaucoup plus à l'aise en offense pour jouer à l'extérieur et du coup faire des feintes et pouvoir aller dunker quand le défenseur se fait piéger et pouvoir passer la balle à Valanciunas à l'intérieur et qu'il puisse lui aussi dunker. Il y a des très belles choses dans l'équipe en ce moment. Les deux points négatifs, c'est Norman Powell qui honnêtement pour moi ne produit pas du tout l'argent qu'il a été signé et ça c'est un problème. Et Kyle Lowry qui met du temps et je trouve qu'il traîne des pattes. Moi c'est mon avis, j'ai comme l'impression qu'il traîne des pattes et on va passer du coup à mon quatrième point du podcast, ça fait la transition. Pour moi il est temps d'échanger Kyle Lowry. C'est vrai que c'est l'âme de l'équipe depuis des années. C'est le mec, c'est le bulldog. Il y va, il est tout le temps à fond. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et au contraire, je trouve que c'est plutôt très bien. Ceci dit, c'est quelqu'un qui est inconsistant. Et pour moi, cette inconsistance, c'est ce qui fait le problème des Raptors. C'est que quand ton meilleur joueur, ou tout du moins un des deux meilleurs joueurs, puisque je préfère DeRozan à Kyle Lowry, même si DeRozan défend moins, je trouve que son attitude sur le terrain est beaucoup plus positive. C'est mon avis. Pour l'équipe, elle est beaucoup plus positive. C'est l'exemple qu'il montre. C'est pas quelqu'un qui va aller vous dire moi je suis le meilleur ou ça aussi et il le montre sur le terrain. Alors c'est pareil, de temps en temps il a des mauvais matchs, bon ça arrive à tout le monde, ça de toute façon ça arrive à tout le monde. Par contre je trouve qu'il a une meilleure attitude. C'est que mon avis. Après je suis peut-être plus fan de Rosan que je ne suis de Lowry et ça explique cela. Mais bref, je pense que Kyle Lowry, je l'ai dit tout à l'heure, il traîne des pieds vis-à-vis du nouveau système et que honnêtement il serait mieux dans un autre environnement. Pour moi, l'avantage pour les Raptors, c'est de l'avoir signé pour 3 ans. C'est plutôt un bon contrat, même si ça nous fout un peu au-dessus des taxes ou à la limite de la taxe. C'est plutôt un bon contrat dans le sens où si on l'échange, puisqu'à partir du 14 janvier 2018, on pourra échanger Kyle Lowry. Moi, je pense qu'on devrait l'échanger pour Philadelphie, pour des très bons jeunes, dont, je ne sais pas, Fools, Timothy, Lawaou, Saric, Holmes, ce genre de gars-là, et puis bien sûr prendre les contrats qui vont avec. Et ça nous rapporterait quelques premiers choix de draft très importants, je pense, pour l'avenir de l'équipe. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça change? Alors, Fools, pour moi, c'est un risque. Il faut l'échanger direct derrière.
Et je pense que Denver est une super destination pour Fools. Ils ont le temps, ils sont en train de développer, ils font un bon truc. Je pense que Fools pour, par exemple, Lyles et Murray serait un très bon échange pour nous. Bref, mais c'est aller trop loin. Pourquoi Philadelphie? Alors d'abord parce que je pense que c'est l'équipe qui peut nous donner le plus de retours. Ensuite que s'ils veulent garder des espoirs cette année d'aller en playoff, il leur faut un joueur comme Kyle Lowry pour mener la barque. Kyle Lowry, vous mettez Kyle Lowry, JJ Redick, Covington, Ben Simmons et Joel Embiid sur le terrain, vous allez commencer à avoir des sacrés pépins. Je pense que là c'est le stade suivant pour eux et je trouve que ce serait un très bon échange car Kyle Lowry il est né à Philadelphie, il a vécu toute son enfance à Philadelphie, je veux dire, il a même fait son université à Villanova, qui est juste à côté de Philadelphie. C'est l'université d'ailleurs de Philadelphie. Et je pense que pour eux, avoir non seulement déjà cet élan de on trust the process, donc on a confiance dans le processus qui a été engagé, c'est-à-dire d'avoir redémarré une équipe de zéro, c'est-à-dire on repart avec des jeunes joueurs et voilà, on avance. Ils ont amené des joueurs comme Redick, Amir Johnson, là maintenant Trevor Booker sur le banc, ou d'ailleurs en 5 de départ, puisque JJ Redick est un starter. Je pense que leur prochaine étape, c'est d'avoir une star réelle, un mec qui arrive avec un pouvoir sur le dos, dire voilà, moi j'ai un contrat pour 3 ans, donc ça voudrait dire qu'ils auraient 2 ans et demi, et directement ils deviennent une des 4 meilleures équipes de la conférence Est, voire une des 3 meilleures, parce que je pense que les Raptors vont perdre un petit peu, directement. Et ça, je veux dire, il n'y a pas d'échappatoire à ça, c'est que vous mettez Lowry, Redick ensemble sur le terrain, ça va faire un carnage, puisque vous avez 2 mecs qui shootent à 3 points, mettez Covington en plus, 3 mecs qui shootent à 3 points, plus de 40% sur leur carrière, et cette année, et vous mettez Ben Simmons avec des mecs comme ça autour de lui, et il va faire des carnages, surtout avec 3 gars qui sont capables de créer. Vous avez un Kyle Lowry qui est capable de pénétrer n'importe quand, lui aussi d'avoir une création, bon, qui est pas celle de Simmons, puisque Simmons c'est c'est un mec à la hauteur d'un Chris Paul. Je veux dire, sa première année, il va avoir une moyenne de 9 et quelques passes décisives par match. Je peux vous dire que le gamin, il n'a pas fini d'en mettre des passes. Je pense qu'il finira, s'il a une longue carrière, je pense que c'est un mec qui finira sa carrière dans les record dans le livre des records du nombre de passes en moyenne. Bref, je pense vraiment que ce serait une bonne idée. Et pour Toronto, le retour, c'est de se dire, ok, on y va, on est parti dans une tendance jeune. On fait pas une vente complète de tous nos meilleurs joueurs, c'est pas le cas. Moi, je garderai DeRozan, d'abord parce que c'est Monsieur Toronto, il l'a dit, tout le monde l'a accepté, qu'il est fidèle à son équipe et qu'il veut y rester. Et je pense que ça nous donne une ouverture pour nous, puisque Kyle Lowry et Ibaka, là, l'expérience qu'on est en train de mener avec les petits jeunes, Kyle Lowry, Ibaka signé pour 3 ans, CJ Miles signé pour 3 ans, il y a un moment donné, on sait. Je veux dire, Masai, il doit pas être bête. De toute façon, pour être président de l'équipe, il n'est pas bête, ça c'est sûr. Il est même très intelligent et ça se voit. Je veux dire, ce qu'il a fait depuis qu'il est là, ça fonctionne. Maintenant, je pense que tout le monde a conscience que cette ère Kyle Lowry, DeMar DeRozan, elle est en train de se terminer. DeRozan a 2 ans de moins, 3 ans de moins, je crois. Il y a un moment où justement il faut switcher, c'est-à-dire se dire ok, cette ère-là elle est finie, il faut arriver à en faire le deuil et à en tirer profit. D'abord, pour Philly, Kyle Lowry à Philadelphie, oui, ça va tirer profit à fond là, et ça va être le truc de fou. Je veux dire, d'un seul coup, ils ont une équipe qui tient la route, quoi, parce qu'aujourd'hui, à la main, ils ont personne. Je veux dire, Fools, il est blessé, donc il produit pas cette année. Ils vont se retrouver en dehors rapidement s'ils continuent comme ça dans les prochains. Là, d'ici le 14. En fait, le truc, ce sera de voir si d'ici le 14 janvier, il y aura la place
pour faire ça, puisque si les Sixers perdent trop de matchs dans les 15 prochains jours, ça va être compliqué de faire cet échange-là et de le faire passer pour un échange qui va sauver la saison. Ça va être vraiment compliqué. Donc il faut pas que les Sixers perdent trop de matchs, c'est-à-dire un match sur deux maximum, c'est-à-dire un 50-50 de victoire-défaite d'ici le 14 janvier, ce serait très bien pour que Philly se dise « Ok, Kyle Lowry il nous place au-dessus de la barre » et on pourrait avoir vraiment des joueurs en retour qui soient très intéressants pour les Raptors et nous soulager de toutes les déceptions, même si c'est des joueurs, des personnes que j'aime beaucoup dans ce qu'ils transmettent à l'équipe, comme Lucas Noriega, Bruno Caboclo, Fred VanVleet, etc. Nous, on peut échanger tous ces joueurs-là pour en récupérer 5 ou 6 du même genre, mais qui soient avec beaucoup plus de talent. Je dirais ça comme ça, avec beaucoup plus de talent. Donc du coup, récupérer plus de talent, plus de jeunes, aller plus vite, je dirais, dans notre reconstruction, et on pourrait échanger, je sais pas, un full Ibaka à Denver par exemple, contre un, je sais pas, Murray, Lyles, Chandler et Farid, et on se retrouvait avec une équipe très jeune, avec quelques bons vétérans et des assets. C'est-à-dire des atouts, pardon, qu'on pourrait échanger par la suite, d'ici en tout cas le 8 février. Puisqu'il faut savoir que cette année, la période où on peut échanger des joueurs s'arrête le 8 février, ce qui est 15 jours plus tôt que les années précédentes, puisque les années précédentes c'était une semaine après le All-Star. Là, c'est une semaine avant le All-Star. Donc bon, ça va être très rapide, c'est-à-dire que les joueurs qui peuvent être échangés entre le 14 janvier et le 8 février, là, va y en avoir quelques-uns, je pense, qui vont être échangés assez rapidement, et je m'attends à ce que Kyle Lowry fasse partie d'un deal important, voire plus important. Et je pense que s'il traîne des pattes, c'est peut-être parce qu'il y a ce petit truc-là qui est en route. Mon cinquième point est mon appréhension concernant ce début d'année. La première saison où les Toronto Raptors ont été ensemble et ont eu cette phase, je veux dire, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Patrick Patterson, Valanciunas, il y avait qui d'autre, il y avait Greivis Vasquez. Dans cette première année-là, il y avait peut-être Jared Bayless à l'époque. Cette première année-là où ils se sont mis à gagner et à aller aux playoffs, c'était une année très spéciale puisque c'est la seule année où ils ont eu un mois de janvier, février, mars positif. Depuis, ils ont eu des périodes non pas négatives, mais avec un positif très faible. Et l'année dernière, en l'occurrence, ils ont fini le mois de janvier avec un négatif. Je crois qu'ils étaient 14 défaites et 6 victoires, un truc comme ça, dans le mois de janvier. C'était vraiment catastrophique l'année dernière, et c'est une tendance que j'ai remarquée depuis des années, donc j'ai regardé, et en effet, au fur et à mesure, ça descend. C'est-à-dire que en 2013-2014, le mois de janvier, c'était une saison, par exemple, à 13 et 2. L'année suivante, c'était une saison aux alentours des 10 et 5. Et l'année suivante, ça a été 9 et 8. L'année dernière, ça a été l'inverse. Ça a été, je vous dis, ça a été 13 et 4, je crois, ou 13 et 6. Vraiment, jusqu'au All-Star, en tout cas du 1er janvier jusqu'au All-Star. Et ça avait été vraiment un très mauvais moment pour les Raptors l'année dernière. Et cette année, bizarrement, il y a le même profil, c'est-à-dire en déplacement à l'ouest, on perd 2 matchs d'affilée. L'année dernière, ça avait été le cas, on avait perdu contre les Warriors, puis contre Phoenix. Et là, on perd contre Dallas et le Thunder. Et avec cette même impression derrière, vraiment cette même impression que ça se passe mal, qu'il y a quelque chose qui va pas. Là, il y a eu le problème avec Serge Ibaka qui s'est battu avec un membre du staff. Du coup, il a été suspendu pour un match. Moi j'ai cette impression que Kyle Lowry traîne un peu les pieds ou qu'il est peut-être un peu blessé, je sais pas trop, mais vraiment une impression assez mauvaise avec ces deux joueurs-là. Enfin avec Kyle Lowry tout du moins, pardon, plus Ibaka là qui s'énerve, plus bon et beaucoup de rumeurs vis-à-vis de Valanciunas, etc. Moi je pense qu'à un moment donné, il est temps de dire ok, on a des bons jeunes, on a franchement des bons jeunes qui font un boulot et je veux dire c'est la meilleure unité de remplaçants de la ligue en termes de défense, et en termes d'offense, je crois qu'ils doivent être troisième. Donc d'unité du banc,
sachant que les Raptors jouent 12 joueurs. Il y a 12 joueurs parmi les Raptors qui jouent dans l'équipe régulièrement. Donc c'est vraiment important. Et ils ont vraiment cette meilleure, les 5 meilleurs joueurs des Raptors sont les remplaçants, les 5 meilleurs joueurs remplaçants des Raptors sont les 5 meilleurs, le 5 meilleur remplaçant défensif et même du coup avec la meilleure différentielle, ce qui est assez impressionnant. Donc je pense qu'à un moment donné, quand on est à ce niveau-là, on peut se dire ok, on peut garder DeRozan, Ibaka par exemple pour avoir notre colonne vertébrale. OG Anunoby joue déjà super bien avec le 5 de départ. On pourrait envisager d'avoir par exemple si on échangeait Laurie, un Murray en 1. Vu la défense que nous propose Kyle Lowry cette année, honnêtement, il n'arrive pas à courir derrière les plus rapides meneurs. Et du coup, ça pose problème. Donc pour nous, même avoir un Murray, par exemple, un Jamal Murray qui est pas un super défenseur, qui a un bon voleur de ballon, mais qui est pas un super défenseur, par contre, qui est un super shooter à 3 points, qui est capable de créer, dunker, etc. Je veux dire, à mon avis, c'est un échange qui pourrait nous profiter de faire ça. Donc, je reviens sur mon passage à vide. J'espère vraiment que le mois de janvier, qui va être très dur, franchement, il va être très dur. Attendez, je vais vous donner, par exemple, le calendrier pour les Raptors en janvier. Alors, par exemple, le 1er janvier, on affronte Milwaukee à domicile. Puis, on se déplace le mercredi 3 janvier à Chicago. Le vendredi 5, on va à Milwaukee affronter Milwaukee. Le 8, on va à Brooklyn affronter Brooklyn. Le 9, on affronte Miami à domicile. Puis, on affronte Cleveland à domicile le 11. Puis, Golden State le 13. Puis, on va à Philadelphie le 15. On reçoit Détroit le 17. Puis, San Antonio le 19. On va à Minnesota le 20. On va ensuite à Atlanta le 24, on reçoit ensuite le 26 Utah, le 28 Los Angeles et on finit le 30 par recevoir Minnesota. Donc ce qui nous fait 15 matchs en janvier avec 5 équipes seulement en négative et encore je compte Philadelphie dedans et à mon avis Philadelphie est pas trop mal et quand vous voyez qu'on affronte Chicago qui est dans une superbe série en ce moment et puis c'est pas seulement les 3 victoires d'affilée de cette semaine, je veux dire ils ont eu 7 victoires d'affilée les 15 jours d'avant donc c'est vraiment une équipe qui est très en forme, je veux dire ils ont perdu sur les 12 derniers matchs, ils ont perdu contre Cleveland et Boston, c'est tout. Donc il y a un moment donné, c'est que c'est une équipe ça y est, ils sont lancés, ils ont eu un très mauvais début de saison, mais maintenant ils sont lancés. Donc c'est pareil, une équipe voilà. Donc je disais 5 équipes en dessous en négatif, mais du coup voilà, ce qui nous donne quand même 10 matchs contre des équipes positives. Et sachant qu'on est qu'à 50-50 contre ces équipes-là pour l'instant sur la saison, puisqu'on est, je crois qu'on est 8 et 8. Avec les équipes qui sont prétendantes au play-off. Donc bon, et puis tout de même, c'est la première fois de la saison qu'on va affronter Cleveland, c'est la première fois qu'on va affronter Détroit, on reçoit San Antonio, on reçoit Golden State, on joue Miami qui est une équipe aussi très défensive qui nous réussit pas, on joue 2 fois Milwaukee, c'est le retour de la série du premier tour des playoffs de l'année dernière, on fait un aller-retour Minnesota. Bon, finalement, moi, je vois pas beaucoup de matchs faciles, très faciles. C'est-à-dire, allez, un match facile, ça doit être Atlanta à la fin du mois. Mais sinon, tous les autres, finalement, moi, je crois que j'ai parié sur un 11 et 4 au mieux, mais à mon avis, je vois plutôt un 9 et 6 sur ce mois-ci, et ce qui serait un très bon résultat, mais ça pourrait très bien être l'inverse, c'est-à-dire 6 victoires et 9 défaites. Donc, faut vraiment qu'on fasse attention, que l'équipe, tout du moins, fasse très attention ce mois-ci à cela. Mon 6e point, du coup, concerne les petits jeunes, et j'en dirai pas beaucoup, je vais les citer, c'est Pascal Siakam, Jacob Poeltl, OG Anunoby, Delon White, Fred VanVleet,
qui sont moi les 5 joueurs là, d'ailleurs qui jouent très souvent ensemble quand CJ Miles joue avec l'équipe de départ. Ces 5 là jouent très souvent ensemble et c'est une équipe qui fonctionne, une unité qui fonctionne très bien en fait. Et moi je suis vraiment impressionné, je veux dire de OG Anunoby et Pascal Siakam sont les 2 joueurs, et Delon Wright sont les 3 joueurs, je dirais, qui ont le plus d'avenir dans ces 5-là, qui sont encore en contrat rookie, ou qui sont rookies d'ailleurs, comme OG Anunoby, c'est sa première année. Sont les 3 joueurs vraiment qui ont un talent qui a besoin de temps de jeu pour fleurir. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que vendre Kyle Lowry aujourd'hui là à partir du 14 janvier quand ce sera possible, ce serait la meilleure idée qu'aurait Masai à l'heure actuelle, parce que ça nous permettrait de continuer cette transition cette année où on sait qu'on va pas gagner, que on va pas aller en finale, ou en tout cas à moins que LeBron James ait une blessure. Ça va être des playoffs très durs contre Boston ou contre Washington ou même Milwaukee ou même Détroit, donc ça fait 5-6 équipes, ou même si on affrontait Miami par exemple, ce seraient des équipes qui seraient très difficiles à passer, on sait, au premier tour. Donc je pense que s'il veut aller jeune maintenant, eh bien qu'il en profite. Kyle Lowry a de la valeur maintenant, et cette valeur-là, pour Philadelphie par exemple, elle est assez importante, et il serait capable de nous donner des bons atouts pour la suite. Donc ce serait plutôt bien. Donc c'est pour ça, les petits jeunes, j'apprécie beaucoup, et je pense qu'ils ont un vrai futur dans la ligue, et un vrai potentiel. Je veux dire, quand on voit Pascal Siakam, ce qu'il est capable de faire, et ça se voit, il a tellement d'énergie que c'est sûr il va faire des bêtises et des turnovers, mais par contre ce qu'il est capable de faire en point de vue défense, je veux dire, la défense qui m'a le plus impressionné, c'est quand il a complètement bloqué Kristaps Porzingis, et qu'il l'empêchait de vivre, quoi. Il l'empêchait vraiment de vivre. Il avait fait la même, je crois, contre Anthony Davis. Et c'est impressionnant parce que je pense que c'est un anti-licorne. Bon, les licornes, pour rappel, c'est des Kristaps Porzingis, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis ou Karl Anthony Towns, ce genre de joueurs. Et en fait, la défense de Pascal Siakam convient très bien pour contrer ce genre de joueurs. Vraiment très bien pour contrer ce genre de joueur. Il est moins adapté pour des Paul George ou des LeBron James par exemple, mais par contre pour les licornes, ça il a une super défense qui s'adapte à eux. Je pense qu'OG Anunoby a plus une défense à pouvoir contrer un Paul George ou un LeBron James. En tout cas, dans le futur, c'est ce qu'il va être capable de faire. Et c'est vraiment impressionnant le potentiel quand on voit un Delon Wright qui peut garder le 1, 2, voire le 3 sans problème. L'autre jour, il gardait même un pilier et il a réussi à le contrer. Je veux dire, quand on voit la défense que sont capables d'apporter rien que ces 3 joueurs-là, sans parler en plus de Jakob Poeltl qui à sa position de centre est déjà un des meilleurs défenseurs de la ligue, ce qui est impressionnant. Je veux dire, c'est son début de son milieu maintenant de deuxième année, et c'est impressionnant. Non, je pense que les Raptors sont très bien partis avec ces petits jeunes-là, et que si aujourd'hui on vendait Kyle Lowry, en tout cas cette saison, on aurait un très bon retour, alors que si il avait encore une saison là qui est en demi-teinte pour l'instant, et en plus des playoffs en demi-teinte, on se dirait que sa valeur va largement diminuer. Et c'est pas moi je pense que c'est pas le but. Si on l'a signé, c'est pour le garder à une bonne valeur, et il a un bon contrat, puisque c'est un contrat pour 3 ans, que là il vient de fêter ses 31 ans, donc il est pas si vieux que ça, et qu'il joue, il est en bonne santé, que du coup comme ses minutes, début de saison, en tout cas en ce début de saison, ses minutes, son temps de jeu a diminué, ce qui permet aussi d'allonger le temps de jeu qu'il pourra avoir au play-off, puisque l'année dernière il a quand même enchaîné les blessures. Je veux dire, sa blessure au poignet, puis la blessure à la cheville durant les playoffs, en tout cas durant la série contre Cleveland. D'ailleurs, j'entendais des rumeurs comme quoi, en fait, il ne s'était pas vraiment blessé, en tout cas pas assez pour manquer les derniers matchs, mais qu'il avait un petit peu abandonné.
Ce qui pour moi résume parfaitement, quand j'entends cette rumeur, l'état d'esprit de Kyle Lowry, même cette saison. C'est qu'il sait que pour gagner un championnat, c'est sans doute pas avec les Raptors qu'il le fera, vu son âge, et qu'il va peut-être encore falloir 3 ou 4 ans aux Toronto Raptors pour avoir la qualité nécessaire pour aller se batailler avec les Warriors, par exemple. Vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr ainsi que sur les pages YouTube, SoundCloud et Twitter Kiff Podcast au pluriel. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook sur la page Sport au pluriel Kiff Podcast au pluriel. Et vous pouvez me contacter par mail à contact au singulier @mykiff.fr. Sur ce, je vous souhaite un très bon réveillon et surtout des très bons vœux pour cette année 2018. Je vous souhaite une bonne santé et tout le bonheur du monde, surtout une saison des Toronto Raptors qui se passe bien et qui continue de nous faire plaisir, car franchement c'est du beau basket. J'avoue que depuis que Dwayne Casey avait pris la tête de l'équipe, chaque année nous avons le droit à une petite évolution du système offensif et défensif, et que ça l'a fait plaisir. Il y a des changements et cette année je crois qu'on arrive à un certain paroxysme dans la façon de jouer, et je pense d'ailleurs que ce paroxysme n'est qu'un plateau cette année, le plateau d'apprentissage, j'appellerais ça l'année d'apprentissage pour tout le monde, et que l'année prochaine cela devrait donner de meilleurs fruits. Du coup, encore tous mes vœux, et on se retrouve le 1er janvier pour le match opposant les Toronto